Bienvenue, moi c'est Marianne, coach vocal certifiée. Aujourd'hui je vais me faire interviewer par Antoine et on va parler burlesque, effeuillage, drague, chant, la totale. Merci Marianne de venir pour cette interview. Alors on t'avait déjà interviewé sur la chaîne à l'occasion justement de ta certification de coach vocal à la Vocal Coach Factory. Et aujourd'hui l'idée c'est justement d'échanger avec toi sur ton parcours, sur ce qui se passe pour toi maintenant et sur les belles choses. Donc tu l'as dit en intro, du burlesque, du drag, les gens vont se dire mais attends c'est quoi le rapport avec le coaching vocal? Donc on va parler de ça, mais peut-être juste avant de commencer, un petit sur ton parcours, un petit rapide rappel. Est-ce que tu as toujours été dans l'univers artistique? Est-ce que tu as fait ça à côté? Comment ça s'est passé tout ça? Ok, très bien. Alors moi, j'ai toujours été chanteuse depuis que je suis née, grosso modo. Donc dans ta salle de bain, dans ton salon. Et aussi sur scène, moi j'ai toujours été attirée par aussi les univers un peu alternatifs. Donc j'étais chanteuse de métal pendant des années. J'ai commencé à 13 ans, je montais sur scène, festoche, etc. La tournée dans la fiesta, voilà. On a connu tout ça, j'ai enregistré un premier album. Et puis ensuite, j'ai pas sauté le pas d'en faire vraiment mon métier à ce moment-là. J'ai choisi une carrière plus plan-plan dans l'ingénierie. Ouais. Alors, je faisais quand même des choses un peu folles et de l'innovation, etc. Mais j'avais un peu cette double vie entre ma carrière et puis mon artistique le soir. Ouais. Et en 2023, j'ai décidé que je voulais rassembler les deux. Et du coup, j'ai commencé à me former donc au conservatoire. Ouais. Et puis aussi à la VCF, dont je suis maintenant certifiée. Yes. Et à la CVT, Ouais. donc le Complete Vocal Institute au Danemark, Ouais. dont je serai certifiée l'année prochaine. Et je coach des chanteurs depuis maintenant 2024. Ok, donc ça veut dire qu'à un moment, tu as fait le grand saut, c'est-à-dire C'est que peut-être qu'au moment du bac ou des études, tu as fait qu'est-ce que je fais, chanteuse de métal, ou est-ce que je fais ingé ou quoi. Et bon, finalement, tu as suivi plutôt une carrière classique, on va dire. Et à un moment, tu fais le saut. Alors, ça veut dire que toi, à ce moment-là, comment ça se passe? C'est-à-dire que tu as un bon job, tu as un salaire confortable, tu as ta vie, enfin voilà, tout ça c'est bien installé, c'est ça? Oui, moi j'étais directrice d'un département de recherche dans l'innovation, dans l'industrie pharmaceutique, un Ouais. poste très très prisé, super, voilà, mais il manquait quelque chose. Ok, il Pour manquait moi. peut-être la petite étincelle. Il manquait vraiment le lien avec la création, l'artistique et avec tout ce qui m'anime, avec la musique, avec le fait d'être sur scène surtout, qui est Ouais. quelque chose de très important pour moi. Ouais. Donc ça veut dire que donc, tu fais ce switch de quitter ce job finalement confortable, bien installé, convoité. D'autres personnes auraient voulu ce poste et tu dis bon, c'est pas pour moi, moi je vais partir dans le coaching vocal. Du coup là tu décides de te former, etc. Mais ça veut dire en fait quelque part que tu repars à zéro. Oui. Complètement. Alors moi j'avais mon expérience de chanteuse, Ouais. mais pour moi être chanteur et être coach vocal c'est pas du tout la même chose. Ouais. La façon dont moi j'ai appris c'est pas forcément la meilleure façon pour quelqu'un d'autre, donc c'est pour ça que c'était important pour moi de vraiment me former dans plusieurs écoles différentes. Ouais. Pour vraiment avoir plein d'outils à proposer et trouver le bon outil pour chacun des chanteurs qui viendront toquer à ma porte. Ouais, alors tu parles des chanteurs, mais aujourd'hui, je dirais, tu as des accompagnements à succès dans la voix parlée. Oui. Ça, les gens sont peut-être un peu moins au courant. Donc, tu travailles avec des avocats, tu es intervenu auprès de la Fédération des avocats. Au barreau, à la commission médiation du barreau de Lyon, oui, absolument. Au barreau de Lyon. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça déjà? Parce qu'effectivement, on parle chanteur, on a parlé de drague dans l'intro, mais en fait, tu accompagnes déjà à succès des avocats. Donc, c'est quoi le travail que tu fais vocalement avec des avocats, des gens dont on se dit, quand on a l'image dans les films, c'est des gens qui ont de l'aisance, qui parlent, qui ont du bagou, et toi, tu les aides du coup en quoi? Oui, alors en fait, je travaille donc avec des avocats, des conférenciers, des élus et des entrepreneurs. Ouais. L'idée, c'est de dire, et notamment dans le cas des avocats, effectivement, ce sont des gens qui parlent quotidiennement, que ce soit en égo ou bien en plaidoirie ou dans des réunions un peu complexes ou dans de la médiation. Néanmoins, il n'y a aucune formation à la voix parlée dans leur parcours. Okay. Ce sont des gens qui ont une appétence pour ça, mais qui veulent rechercher de la performance et avoir des outils pour s'améliorer continuellement sur ces sujets-là parce que c'est au cœur de leur métier. Donc, c'est des gens en fait qui ont les mots, qui ont l'aisance,
mais qui n'ont pas forcément la voix, ou en tout cas qui n'ont pas appris. Alors, il y a vraiment 3 grandes typologies Ouais. dans les personnes que j'accompagne. Il va y avoir un pan sur les personnes pour qui prendre la parole, c'est stressant. Ok. Et il y a la gestion de ce stress, il y a le « ok, l'événement arrive, je commence à paniquer, à chaque fois ça me coûte beaucoup d'énergie de faire cet événement ». Et ça, je le rencontre pas tellement chez les avocats, ça va être plutôt chez les entrepreneurs ou chez certains conférenciers qui sont moins habitués, qui sont plus experts mais moins orateurs. Et puis, il va y avoir une typologie vraiment, j'ai un problème particulier. Typiquement, je rencontre pas mal de femmes qui ont du mal à faire porter leur voix, à poser leur voix. Donc moi, j'aime bien dire un peu en off que je donne des couilles à la voix des femmes. Pour qu'elles puissent porter leurs arguments et qu'ils soient entendus. Ouais. Et puis, et ça c'est plutôt dans la typologie des avocats, mais pas forcément, des gens qui sont en recherche de performance, c'est-à-dire ils ont déjà atteint un bon niveau, mais ils veulent aller plus loin parce qu'ils sentent qu'il y a certaines choses qui coincent, que parfois, et notamment dans les audiences, le temps est raccourci, le juge il va voir beaucoup de monde, donc il faut arriver rapidement à être efficace. Ouais, faut être efficace, concis mais pas oublier les choses et pouvoir capter l'attention. Ok. Sans que ce soit sans que ça sonne faux, sans que ça soit trop théâtral, parce que moi je suis vraiment certifiée dans la voix, dans l'éloquence. J'ai aussi fait une certification d'éloquence à Paris. Parce que je ne suis pas comédienne, je ne suis pas là pour apprendre des techniques de théâtre, j'apprends des vraies techniques. Oui, puis après tout, gérer la plaidoirie, ça c'est leur truc. C'est leur job à eux, les mots, les arguments qu'ils vont utiliser, ça c'est vraiment leur cœur de métier. Toi, tu es là pour les aider à avoir une voix impactante, présence. C'est vrai qu'on peut s'imaginer un avocat qui plaide d'une voix monotone et ennuyeuse et qui porte peu, et que le juge se dise bon, putain, on passe au suivant, quoi. Oui, et il n'y a pas que la plaidoirie en plus. On pense souvent à la plaidoirie pour les avocats, mais il y a des avocats qui ne sont pas plaidants, ou très peu. Et il y a aussi tout ce qui va être les négociations. Par exemple, ça peut être dans des réunions un peu chaudes, quoi, ou les médiations. Comment on gère différentes personnes dans une salle, tout ce qui va être émotionnel autour de ces cas compliqués. Voilà. Ok. Si on prend cet exemple justement des avocats, et peut-être que les gens qui nous suivent sont plus habitués effectivement au chant, on pense peut-être, ok, tiens, un animateur radio utilise sa voix, mais comment ça se passe concrètement un accompagnement? C'est-à-dire quand un avocat te contacte ou vous rentrez en contact, combien de temps ça dure, sur quel type de trucs vous bossez, comment ça se passe? Alors, généralement, j'accompagne les avocats sur environ 3 à 4 mois. On commence toujours par un bilan, ce que j'aime bien appeler ma séance de torture. C'est-à-dire que je vais les mettre dans la mouise, hein. C'est comme ça que clairement ça se passe. Je vais leur demander de m'apporter leurs cas les plus complexes, que ce soit des négos complexes, que ce soit des plaidoiries complexes, des choses ou là où ils me disent, souvent ils vont me dire, dans telle situation ça se passe bien, mais là ça se passe moins bien. Ok, bah on va aller là où ça se passe moins bien. On y va. Alors moi, du coup, je fais plein de... Voilà, j'ai joué plein de confrères, de gens qui contrent, de personnes un petit peu obtus à la négociation, mais je les mets dans la difficulté pour observer qu'est-ce qui coince. Est-ce que c'est verbal, le propos se perd, on comprend plus, c'est mal structuré, on a du mal sur la partie impro à y aller. Est-ce que c'est vocal? J'entends un truc vocalement qui... coince. Est-ce que c'est du langage corporel qui va aussi coincer, ou est-ce que c'est quelque chose dans leur mindset qui va les faire trébucher? Et sur base de ça, moi je vais faire le petit sommelier de l'exercice en fait, et je vais aller chercher les compétences qu'il faut muscler. Et donc on travaille à chaque séance une compétence. On va d'abord la faire toute seule, et puis on va monter vraiment pas à pas pour toujours venir le réappliquer dans un cas de leur quotidien. Parce que pour moi, il y a vraiment ce côté concret. C'est pas des exercices qui sont tirés de livres. Et on va pas jouer ensemble des scènes de théâtre, ça ne sert à rien. On va venir l'appliquer dans du matériel, soit récemment plaidé s'il y a des questions de confidentialité, ou des futures réunions qu'on peut préparer dans lesquelles il n'y a pas de problème de confidentialité, pour que ça leur soit utile tout de suite, maintenant, dans leur quotidien. Ok. Tu parlais d'accompagnement sur 3-4 mois. J'imagine que, pour avoir essayé de contacter un avocat dernièrement, ils sont très occupés. Du coup, comment ça se passe? Parce que ça demande quand même un certain travail.
Comment ils arrivent à rentrer ça dans leur agenda? Est-ce que toi, tu leur demandes beaucoup de temps du coup Non. Justement, j'essayais d'aller vraiment au plus simple et au plus direct parce que je sais que l'agenda, c'est un point un peu complexe. Ouais. On se voit toutes les 2 à 3 semaines. Okay. C'est des sessions qui durent 45 minutes. On va vraiment directement au cœur des soucis. Ouais. Et puis moi, j'ai enregistré les exercices. Comme ça, il y a une petite routine toute simple à faire à chaque fois. C'est l'exercice 18, c'est celui-là. Ouais. Et je vais leur demander de le faire peut-être 2 fois par semaine. Okay, oui, pour que ce soit vraiment simple et on remet tout de suite la compétence dans. Donc l'idée, c'est que ça s'insère facilement dans leur agenda et qu'ils puissent avancer vers leurs objectifs. Et donc, on est bien d'accord que là, on ne parle pas de cours de chant parce que des fois, j'ai reçu moi des personnes qui me disent on m'a dit que pour poser ma voix, ça serait bien de prendre un cours de chant. C'est absolument inutile de prendre un cours de chant pour poser sa voix. Peut-être qu'au bout de 2 ans de chant, par transvasement de compétences, ça va s'améliorer. Mais non. Là, on est là pour travailler au cœur de la difficulté actuelle et pour régler les problèmes de la manière la plus efficace possible. Yes. D'ailleurs, quand tu travailles, parce que donc, tu disais que tu es très bien formé, voilà, tu as suivi différents programmes, différentes écoles, etc. Comment toi, tu gères ça en tant que coach vocal? Peut-être des gens qui nous regardent justement se disent « Oui, mais alors si je travaille avec telle méthode et avec telle méthode, est-ce que je vais me mélanger ?» Est-ce que toi, tu segmentes les choses ou est-ce que tu dis « J'utilise telle méthode pour tel type de truc, telle méthode pour… » Comment tu gères ça? Alors moi, ça m'a pris du temps au moment de ma formation de tout bien agglomérer dans mon esprit à moi, mais maintenant c'est au clair pour moi. Ouais. J'ai quand même été aidée par le fait que je n'ai étudié que des méthodes qui sont issues de la science et donc même s'ils n'utilisent pas des terminologies identiques, ils sont quand même grosso modo d'accord les uns avec les autres, ce qui est déjà facilitant. Ouais. Maintenant, il y a des méthodes qui vont avoir une préférence pour une typologie d'élèves. Il y a des méthodes qui vont être plus kinesthésiques, pour des gens qui vont sentir dans leur corps. Il y a des méthodes qui vont être plus auditives. Il y a des méthodes qui vont vraiment se focaliser sur comment on enlève les croyances limitantes qu'on peut avoir. Et donc, en fonction de ce que j'observe dans le bilan, c'est à ce moment-là que je vais choisir plus ou moins les outils que je vais utiliser. Mais je mélange les méthodes, honnêtement. C'est intéressant du coup de se dire que finalement, tu prends dans ta trousse à outils l'outil qui est adéquat pour la personne qui est en face de toi et tu te dis pas, ok, je suis cette méthode-là. Okay. Et puis, de vraiment se focaliser sur une seule méthode, je trouve que c'est le meilleur moyen de mettre certains élèves dans l'ornière, en fait. Ouais. Parce que, voilà, on avance ensemble et évidemment, on corrige. Ah ça marche pas. Ok, super. Il se trouve que j'ai étudié 3 méthodes, donc j'ai d'autres outils si le premier que j'utilise ne fonctionne pas ou est pas le plus efficace pour l'élève. Ok, cool. Donc ça, c'est la voix parlée. Oui. Mais tu fais pas que ça. Non. Donc il y a cette voix parlée, mais tu parlais aussi d'univers alternatif. Avec une actualité en plus, en fonction de quand les gens verront cette vidéo, là, il y a une actualité qui se prépare. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, peut-être toi déjà artistiquement? Donc, tu as été dans le métal à un moment. Après, on a dit, bon, ok, tu es devenu coach vocal, etc. Toi, aujourd'hui, artistiquement, c'est quoi ton univers? Alors, moi, je travaille 2 choses différentes. Une partie chanson française à texte. En tant qu'auteur, compositeur, interprète. Surtout auteur-interprète pour l'instant. Le compositeur travaille. Le compositeur en moi continue à se former. Donc là, je travaille seule, mais j'aimerais beaucoup, ou avec des petites collaborations, mais j'aimerais beaucoup monter un projet un peu plus conséquent. Ça va venir prochainement. Et je suis aussi à côté artiste et je fais de l'effeuillage burlesque. Voilà, dans un binôme où je chante et j'effeuille avec une copine qui, elle, effeuille. Ouais. Et sur… Donc là, tu te produis en spectacle pour ça, hein, il me semble que tu joues au Boudoir, qui est un lieu de référence dans la région lyonnaise. Donc là, tu me parles de ton univers artistique, donc tu fais de la compo en chanson française, tu fais aussi de l'effeuillage burlesque. On parlait des univers alternatifs et du coup, en tant que coach vocal, aujourd'hui, tu développes une activité, tu développes des accompagnements qui sont justement un petit peu différents de ce qu'on voit. C'est-à-dire que sur Instagram, des coachs vocaux, il y en a plein. Et toi, tu as mixé finalement ton univers artistique, des environnements dans lesquels tu évolues avec le coaching vocal. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce que tu proposes?
Oui, absolument. Donc, je suis en train de développer un accompagnement qui est vraiment pensé pour les artistes de néo-cabaret, que ce soit donc des artistes burlesques, drag ou d'influence typique du cabaret. L'idée, c'est de pouvoir, avec les outils que j'ai acquis maintenant, pouvoir proposer du coaching qui travaille à la fois la voix chantée, notamment pour des artistes de burlesque ou de drag qui vont faire du lip-sync, de pouvoir leur proposer sur des chansons qu'ils aimeraient pouvoir chanter en live, de travailler cette partie-là, tout en gardant le contrôle sur il faut quand même arriver à gérer son costume, à être sur scène, à travailler l'ensemble du numéro avec du chant dedans. Et donc l'idée, c'est de pouvoir maintenant adapter ces outils vraiment techniques, exigeants qui sont utilisés dans la musique actuelle, dans le chant lyrique, dans tout type, tous les outils que j'ai pu apprendre, vraiment les adapter pour les contraintes et les besoins de ces artistes-là, de ces arts qui maintenant sont vraiment sur le devant de la scène et pouvoir les accompagner. Ok. Cette envie, tu publiais récemment là, sur ton compte Instagram un manifeste en fait. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où ça vient en fait ça, c'est quoi l'envie derrière ça, cette proposition que tu fais? Pour moi, j'ai vraiment une profonde passion en fait pour ces formes atypiques d'art qui sont très audacieuses, culottées clairement, qui sont aussi pour moi un étendard de libération et qui vont vraiment utiliser toute palette possible d'émotions, que ce soit du sexy, de la satire, du comique, tout est possible. C'est vraiment un champ de liberté dans laquelle la joie devient une lutte, un acte de résistance et la joie devient politique sur ces scènes-là. Donc moi j'ai beaucoup d'attrait pour ça. Et donc c'est pour ça que j'ai vraiment, de par mon goût aussi de ce que je fais personnellement, c'est pour ça que je suis voilà. Aujourd'hui j'ai envie de mettre tous les outils que j'ai accumulés dans toutes ces formations, les transformer pour les mettre au service de cette nouvelle vague émergente d'art. C'est parce que en fait, c'est assez récent finalement le fait qu'aujourd'hui, il y a une drag race qui est en prime sur les grandes télés nationales. Je veux dire, avant, c'était des univers qui étaient plutôt dans des cabarets confidentiels, des lieux, c'est assez récent qu'aujourd'hui ça soit porté au grand public. Et d'ailleurs même, il me semble même, mais tu me corrigeras, que ces univers-là étaient plutôt des univers satiriques qui venaient plutôt de milieux populaires. Au départ, donc à la fois le burlesque et le drag, mais si on prend le cas du burlesque, c'est quand même des formes d'art qui existent depuis longtemps et qui sont nées au départ absolument de la satire. Vraiment, c'était de dire je vais faire le portrait complètement décadent de la bourgeoisie. C'est un peu différent dans le drag, ce sont d'autres leviers qui ont créé ces arts-là. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que j'aime bien le terme de néo-cabaret, il y a quand même une forme émergente de nouveaux modes d'utilisation de cet art-là pour pouvoir parler de tout. Du comique comme du sexy, comme du triste. Moi, j'ai vu des numéros burlesques tristes, incroyables, fantastiques. On peut faire des choses très, très diverses et variées. Et c'est vrai que là, pour le coup, ça vient sur le devant de la scène. Notamment pour le drag, grâce à Drag Race France, bien sûr. Et alors du coup, si j'imagine que, parce qu'il y a différents stades là-dedans, par exemple, quelqu'un qui voudrait démarrer, je sais pas, dans le burlesque par exemple, toi, à partir de quand tu peux les aider? Sur quoi tu peux les aider? Qu'est-ce que tu as pour des personnes qui s'intéressent à ces esthétiques-là, mais qui savent peut-être pas par quel bout commencer? Toi, à quel moment tu peux intervenir pour elles? Donc moi, j'ai pensé à plusieurs façons de travailler ensemble, plusieurs formats pour pouvoir accompagner les gens là où ils en sont aujourd'hui. Donc il y a la question du niveau du karaté, entre guillemets, de burlesque ou de drag. Et là, pour le coup, moi, je ne suis pas l'intervenante principale, mais je connais pas mal de monde et je peux aiguiller les gens pour trouver les bonnes personnes. Mais moi, je peux intervenir quand la personne elle a déjà une petite idée de l'univers et de ce qu'elle veut dire. L'idée, moi j'aime beaucoup travailler, c'est ce que j'appelle des scènes qui ont des choses à dire. Voilà. Donc la personne elle vient avec son univers, elle a une idée, elle veut dire quelque chose à travers un numéro. Et donc là, toi à partir de là, tu peux commencer à l'aider. Exactement. Et donc sur différents types de possibilités, soit le numéro existe déjà, ce qui peut être le cas, et la personne elle veut, par exemple, l'artiste veut
le chanter, parce qu'il ne le chantait pas encore. Il veut goûter à ça et s'essayer à ça. Et peut-être avoir un regard aussi extérieur, travailler sur l'interprétation, sur différentes choses sur ce numéro pour l'améliorer, la direction artistique, voilà. Ça, c'est une possibilité. Ou bien des choses plus simples. La personne n'a peut-être pas encore beaucoup de numéros, un catalogue fourni, etc. Mais elle a déjà un petit peu de connaissances dans l'esthétique et elle veut essayer le chant et faire peut-être juste une petite séquence, voir comment ça pourrait aller pour elle dans le fait de chanter, si elle est à l'aise, si ça lui plaît, si ça apporte quelque chose aussi à son numéro. Donc il y a toujours un point commun, la voix. C'est quoi les formats? Les différents types de formats, est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est du stage, est-ce que c'est du truc à l'année, est-ce que tu peux expliquer un petit peu, voilà, si vous en êtes là, je peux vous aider comme ça, si vous en êtes là. Oui, bien sûr. Alors tout ça, moi c'est moi qui l'ai concocté et là je vais bien sûr continuer à l'affiner avec tous les retours que j'aurai parce que l'idée c'est vraiment de co-construire pour ces artistes-là et pas d'arriver avec un truc tout prêt en disant c'est ça qui marche, non. Qu'on construise ensemble. Mais le premier format, c'est un stage court en groupe où l'idée c'est de dire on va juste trouver une chanson facile et se créer notre première victoire chantée ensemble pour voir, ok, j'ai envie de tester, est-ce que j'aime chanter en dehors de ma salle de bain, est-ce que ça pourrait être sympa, est-ce que je suis capable de le faire. Et là on va se concentrer sur une chanson, on va être en tenue bien sûr, donc voilà, sur une demi-journée on arrive déjà à avoir des belles victoires et des super moments chantés. Donc ça c'est vraiment pour mettre le pied dans l'eau, voir comment on se sent. Ensuite, j'ai un format où on va vraiment travailler la technique vocale au long cours. Donc là, c'est pour des personnes qui ont goûté au chant et qui veulent vraiment travailler leur technique pour pouvoir étendre le registre de ce qu'elles sont capables de chanter. Donc c'est peut-être des personnes qui ont déjà produit des premiers numéros ou elles sont encore dans l'entre-deux? Ça peut être dans l'entre-deux, soit des personnes qui ont déjà des numéros mais qui n'ont pas chanté. Ou bien des personnes qui commencent à avoir des idées de numéros, etc. et qui veulent tout de suite prendre le pas de chanter dessus. Voilà. Ensuite, je vais avoir une résidence sur 3 jours. Et là, c'est plutôt pour des personnes qui ont déjà fait plusieurs numéros. Et on va choisir dans les numéros existants et des numéros qui ont été produits, qui sont complets, avec les costumes, etc. où tout ça est maîtrisé. L'idée, c'est de choisir dans le catalogue de numéros celui qu'elle pourrait chanter, de le reprendre, de le chanter, de l'adapter si besoin à leur voix, etc. Et puis de travailler, d'aller encore plus loin sur l'interprétation, sur tout ce qu'on pourra tirer pour mettre tous les potards du numéro à 11, quoi. D'accord. Voilà. Je vois le bouton là, de l'ampli à 11. Donc l'idée, c'est que parce que faut quand même beaucoup oser, j'ai l'impression. Enfin, moi, je ne suis pas forcément familier, si tu veux, des univers, soit burlesque ou soit drague. Et l'idée n'est pas de mélanger d'ailleurs ces univers-là, c'est vraiment 2 univers différents. Mais j'ai l'impression qu'en point commun, il y a quand même ce truc d'oser, d'oser s'habiller d'une manière qui nous plaît, d'inventer peut-être un personnage ou de se maquiller. Et il y a la voix là-dedans. Oui. Pour moi, je trouve que c'est une étape naturelle si on ose dire quelque chose. Au point de créer un costume, de créer un personnage, de créer un maquillage, de réfléchir à des chansons, à un numéro, à ce qu'on va dire, à comment on va bouger sur la scène. Pour moi, il y a une étape assez naturelle de vouloir porter son message aussi par sa propre voix. Et en fait, tout le monde peut chanter. Chanter, c'est pas difficile. Chanter, ça demande du travail, de la répétition, mais tout le monde peut le faire. Et donc, quelle joie de pouvoir incarner son message totalement. D'oser jusqu'au bout, quoi. D'oser jusqu'au bout, exactement. Et après, il y a peut-être des numéros pour lesquels, techniquement, ce sera quand même chouette de rester en lip-sync. Et voilà, moi, je suis pas totalitaire dans mon approche. Il n'y a pas l'un contre l'autre. Mais c'est intéressant de pouvoir incarner complètement son message quand on le veut. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si vous intéressez aux esthétiques, burlesques, au monde du drag, etc. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, à nous faire du feedback. Est-ce que, tiens, c'est quoi vos questions par rapport à ça? Qu'est-ce qui vous bloquerait aujourd'hui d'avancer là-dessus? Et du coup, ce sera un plaisir avec Marianne de pouvoir vous répondre et peut-être aussi d'utiliser ça comme un feedback positif pour ce que tu peux proposer. Je voudrais revenir sur l'histoire du lip-sync. Donc, déjà, juste le lip-sync pour bien comprendre. Donc, c'est l'idée en fait de produire un numéro
mais on bouge les lèvres, Oui, hein, on chante pas. mais on chante pas pour de vrai. C'est-à-dire qu'il y a une bande son avec un chant qui est produit par la bande son. Et donc, je me suis aperçu en étudiant un petit peu que finalement, donc dans l'univers drag notamment, il y a beaucoup de lip sync. Oui. Il y a quelques artistes qui commencent à chanter oui. vraiment, mais donc il y a un gros boulot qui est fait sur la gestuelle, sur l'artistique, l'univers, etc. Et c'est vrai que c'est un peu presque frustrant. Des fois, je me dis, ah mais c'est dommage qu'on n'ait pas du coup la voix en fait de l'artiste. Quand on peut et quand ça fait du sens pour le numéro, je pense que c'est vraiment hyper chouette de pouvoir accéder à ça parce que ça amène tout un autre niveau émotionnel de pouvoir entendre l'artiste en live. Ouais. Mais c'est sûr que ça demande un travail particulier parce que ça demande une gestion de la gestuelle, du costume, etc. qui n'est pas la même que pour quelqu'un qui serait un chanteur qui n'aurait à se soucier que de ça, entre guillemets. Ouais. Et toi, moi j'ai toujours en tête des chanteuses, des chanteurs que j'ai pu recevoir en coaching et qui me disent « Ah, j'aime pas ma voix » ou « J'ai du mal avec ma voix » et en les questionnant, ils disent « Ben oui, parce que toi, si je suis triste, je peux sourire et donner le change quand même à mes collègues ou ma famille de dire non mais ça va. Mais par contre, ma voix, elle me trahit tout de suite. Et donc toi, je me dis finalement dans des univers où tu as des costumes, tu as du maquillage, où quelque part tu peux créer en fait, tu peux te créer un personnage. Mais la voix, elle reste encore un élément qu'on ne peut pas maquiller quelque part. Comment tu abordes ça du coup ? Oui et non. Ouais. Dans le sens où pour moi c'est sûr qu'il y a une limite à ce qu'on peut modifier dans la voix. Ouais. Et en même temps ça peut être un super indicateur parce que si notre voix est un peu chevrotante, tremblotante, c'est bien qu'il y a des choses qu'on peut améliorer sur l'interprétation, sur la gestion du track. Du coup ça nous donne des super indices pour aller dénicher des choses qu'on peut encore améliorer. Ouais, donc ce que tu dis c'est plutôt d'être un inconvénient et finalement de dire je vais cacher ma voix dans un lip sync. Au contraire, la voix peut être presque un symptôme ou un levier d'améliorer aussi le numéro dans son authenticité, dans son expression, etc. Oui, exactement. Et c'est pour ça que moi, je ne travaille pas uniquement la voix, je travaille aussi l'interprétation, le mindset, etc. Et c'était important pour moi parce que tout est relié. Ouais. Mais aussi, il y a quand même de grandes possibilités avec tous les effets vocaux de créer une voix qui va aller pour un personnage. Ouais. Et d'avoir une voix par personnage et que ce soit tout à fait juste avec le personnage. Ok, donc là encore, tu n'as pas de formatage ou de moule. Surtout pas. Je vois des fois sur les réseaux sociaux des professeurs de chant en fait, qui disent voilà, c'est comme ça qu'il faut chanter, une belle voix, c'est censé être comme ça. Là, de ce que je comprends dans ton approche, c'est de dire même d'un numéro à l'autre, pour une même artiste, un même artiste, on peut aussi modifier la voix. Absolument. Et moi, je suis absolument contre ce formatage-là parce que j'en ai souffert au conservatoire. Okay. Des remarques de fais pas comme ci, fais comme ci. Non, en fait, moi, je n'ai pas de jugement artistique à porter. Ouais. Je suis là pour aider l'artiste à faire que son propos soit le plus authentique, le plus juste, le plus captivant pour l'audience et que l'artiste, en le donnant, soit à l'aise. Je crois pas au fait qu'on soit à l'aise sur scène avec du feeling. Moi, je crois que c'est en ayant des bons conseils techniques, en faisant des choix justes, en réfléchissant à ces paramètres-là qu'on va être à l'aise et que du coup, on arrivera avec la voix à trouver le bon réglage. Ouais, super. Il y a ce point commun par rapport à ce qu'on fait dans la Vocal Coach Factory où comme je dis là dans le premier livre que j'avais sorti, ok, on a le choix d'essayer de mettre les gens dans des cases ou alors d'essayer de dessiner la case autour d'eux, leur case à eux. Et là, je comprends qu'il y a cette même logique dans ce que tu proposes dans ces univers. Oui, exactement. Je ne vais pas amener selon la personne et le numéro, parce que pour moi, il y a vraiment cet aspect de chaque numéro va vouloir montrer quelque chose de différent, appuyer sur un levier émotionnel différent. Mais on ne va pas faire les mêmes choix. Ouais. L'idée, c'est que ce soit cohérent de bout en bout. Donc, c'est plutôt qu'un carcan. C'est plutôt un espace de liberté, d'expression de sa voix et de dire ok, on peut explorer et en fait tu peux avoir cette voix là pour tel numéro mais on peut aussi avoir une autre voix pour un autre numéro. Exactement. Exactement. Et on peut aussi, et ça je pense que c'est intéressant de le dire, on n'est pas obligé de chanter sur tout le numéro non plus. Ouais. Moi, il y a des moments où techniquement, on va dire là, je vais privilégier les feuillages, ou je vais privilégier le mouvement que je vais faire. Et donc là, sur ce morceau de la bande-son, il va y avoir un bac, il va y avoir quelque chose d'enregistré et c'est parfaitement OK. Du coup, pour des personnes qui voudraient travailler avec toi,
Donc là, à l'heure où on tourne cette vidéo, tu as une actu, puisque du coup, tu organises un événement. Est-ce que tu peux du coup nous en parler? Où est-ce que ça a lieu? Quel niveau est prérequis? Ouais, bien sûr. Donc j'organise un stage qui aura lieu au Boudoir à Lyon, qui est une super scène burlesque et qui accueille aussi des artistes drag. Ouais, c'est un peu le lieu de référence à Lyon. Ouais. Pour le burlesque, c'est vraiment le lieu de référence. Ouais. Et donc j'organise un premier stage. Donc là, c'est un format simple sur une demi-journée pour vraiment, comme on disait, mettre le pied dans l'eau, voir comment on se sent. Ouais. L'idée, c'est de venir, donc d'avoir quand même une idée de son personnage, de qui on propose, qui on interprète, qu'est-ce qu'on veut dire sur une chanson. Ouais. Et on va voir ensemble toutes les techniques pour pouvoir choisir la bonne chanson pour soi et comment on travaille une chanson pour avoir rapidement des clés pour pouvoir chanter tout de suite. Et ensuite, au choix de qui veut pas, on pourra, avec les lumières du cabaret, se filmer. Cool, donc il y a un travail sur scène aussi avec les belles lumières et tout, ok. Exactement, et on fera un petit peu de mise en scène rapide pour voir, donner aussi quelques clés. Est-ce que ça veut dire que les gens potentiellement, là, à l'issue de ce stage, peuvent repartir avec une vidéo, du coup, déjà d'une première prestation? Absolument. Okay. L'idée, c'est d'avoir une première petite section chantée, filmée, pour pouvoir, au souhait, le diffuser si… ah oui, même peut-être potentiellement démarcher dans des lieux pour des premières scènes ou… Voilà, ça permettra et d'avoir aussi… L'idée, c'est de ressortir de là et que chacun ait pu comprendre que chanter, c'est pas difficile. Ça demande un petit peu de répétition, mais… Tout le monde peut y arriver, il suffit d'avoir les bons conseils techniques, de faire les bons choix et que c'est possible de le faire dans son personnage, dans son esthétique et d'y trouver un plaisir fou. Et alors, donc ça, rappelle-nous la date. 24 mai au Boudoir à Lyon. Voilà. Pour te contacter, donc les gens te contactent directement s'ils sont intéressés. Vous travaillez un petit peu avant, enfin tu les prépares, vous avez une conversation avant. Moi ce que je vais faire, c'est qu'on va créer un petit groupe, on va pouvoir discuter ensemble. Moi je vais donner quelques conseils, des petites clés en amont pour bien choisir les chansons, pour répondre aux questions que les personnes peuvent avoir. C'est ok tout niveau de chant. Voilà, on accepte aussi nos amis grands débutants. Ok, ça marche. Par rapport à… Toi, j'ai toujours en tête ce truc d'oser. J'ai l'impression que ça demande quand même une certaine sécurité mentale. Tu vois, comment tu gères ça? Parce que donc là, il y a un groupe, on dit on se lance et tout, mais je veux dire, particulièrement là où en plus on a notre corps qui est en jeu. Tu vois, c'est pas juste je vais chanter à une soirée karaoké, peut-être on va pas aimer ma voix. Là, il y a tout qui est en jeu. Il y a la voix, il y a le corps. Comment tu gères, toi, justement, cet espace pour que les gens puissent se sentir en sécurité, quelque part? Oui, bien sûr. Pour moi, c'est extrêmement clé que tout le monde se sente bien. C'est une certitude. On n'arrivera pas de toute façon à pouvoir le proposer quelque chose d'intéressant si on est un peu sur la réserve, si on se sent pas bien. Donc de toute façon, moi j'ai une sélection importante sur les personnes qui peuvent aussi venir pour s'assurer que voilà, on vient tous dans un esprit bienveillant. Il n'y a pas de feedback comme ça partout à droite à gauche, il n'y a pas de jugement artistique non plus. Nous on est là vraiment pour aider. Et j'aime bien instaurer, ça c'est une pratique que j'ai apprise au Danemark, on fait ce qu'on appelle des lettres roses dans lesquelles on demande à chacun d'écrire un petit mot gentil sur ce qu'il a aimé de la prestation de la personne. Et tout de suite l'ambiance est vraiment incroyable parce que on est tous dans le même bateau. On est tous là en train de se mettre à nu, littéralement ou pas, oui, alors, selon ce qu'on fait. Petite précision, les gens peuvent ou pas, enfin ils sont pas obligés d'effeuiller, c'est pas un… Ah non, c'est pas du tout un prérequis. Et de toute façon, les personnes qui sont vraiment connaisseuses du burlesque sauront que même si on effeuille ce qu'on veut. Jusqu'où on veut. Moi, j'ai un numéro dans lequel j'effeuille, mais en fait, finalement, je ne suis pas tellement déshabillée à la fin. Et d'autres numéros où on effeuille plus. Là, il n'y a pas ces questions-là. Et en fonction aussi du niveau de chant, peut-être que là, même si la personne aimerait effeuiller, on va peut-être plus se concentrer sur le chant en fonction de son niveau. Mais en tout cas, voilà. Tout ça pour dire qu'on fait ce qu'on veut et que moi, je suis vraiment la maîtresse d'orchestre de la bienveillance. Parce que c'est un point vraiment clé, à la fois pour créer des opportunités que chacun puisse amener ça, mais aussi pour être très vigilante sur le fait que ça se passe en toute détente et plaisir pour tout le monde. Ouais, génial. Mais c'est vrai que tu as aussi
cette vision de, puisque toi-même, en tant qu'artiste burlesque, tu sais ce que c'est d'être sur une scène, de peut-être dévoiler son corps, de faire face au public, etc. Et donc, tu es d'autant plus, je dirais, consciente, effectivement, des enjeux qu'il peut y avoir et de bien sécuriser l'espace. Absolument. Et puis, j'ai été, à 14 ans, j'étais sur scène en tant que chanteuse, en mon début d'adolescence, et je sais à quel point ça peut être, il y a des choses qui peuvent être violentes. Dans tout type de milieu. Donc j'y suis particulièrement vigilante, et même au conservatoire ou dans tout type de milieu, il peut y avoir des choses difficiles, donc pas de ça chez moi. Ok, cool. Bah, c'est une bonne précision, toi, je pense. On n'en parle pas si souvent, mais je pense que c'est bien qu'on puisse préciser ça. C'est quoi tes rêves pour la suite? Donc là, il y a ce stage qui a lieu la fin mai. Mais je sais que tu as d'autres trucs en tête. Donc, tu me parlais de la loge. Donc, peut-être juste pour repréciser, c'est quoi la loge? Donc, la loge, c'est vraiment un espace où on va travailler la technique vocale au long cours pour vraiment travailler la voix et pouvoir étendre le type de morceau qu'on est capable de chanter et choisir et aller jusqu'à du Mylène, du Ça s'adresse à quelqu'un qui chante déjà et qui a envie de vraiment travailler sa voix en profondeur. Oui, qui chante déjà un petit peu, pas forcément besoin beaucoup d'expérience, mais qui en tout cas a envie de travailler sa voix en profondeur, tout en ayant aussi des clés sur l'interprétation et sur comment on va mettre la voix dans le numéro. Choisir les bonnes chansons, comment on travaille en mouvement aussi, parce qu'il y a cet aspect-là qui est très important. Donc ça va être vraiment le travail de fond. Les résidences Lip Sync to Live qui sont plutôt pour des artistes plus avancés en burlesque et en drague. Et puis le grand big rêve, ce serait de pouvoir vraiment créer une académie du néo-cabaret dans lequel j'interviendrai, mais aussi des professionnels du drag, du maquillage, costumières et costumiers, professeurs de défeuillage, de danse, de pouvoir créer un parcours professionnalisé finalement. Professionnalisant et qui permet de travailler chacun de ces aspects et ensuite qu'on puisse chaque année, chaque saison, monter un nouveau show en création, tous ensemble, avec tout ce qu'on a appris, et qu'on puisse se produire avec ces shows-là. Voilà, l'académie du néo-cabaret. Génial. Et n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire si ça vous parle. Cette idée, donc c'est encore une idée aujourd'hui, c'est vraiment un rêve, mais je sens que tu as cette énergie à parler de ça. Donc si cette idée d'académie du néo-cabaret vous parle, n'hésitez pas à parler en commentaire, à échanger même sur Instagram avec Marianne. On mettra tes réseaux sociaux dans la description. Merci beaucoup Marianne pour ces partages. Vous avez compris, vous êtes ici sur la chaîne de Marianne, la chaîne de la Vocal Coach Factory. Donc la Vocal Coach Factory, c'est un centre de formation au métier de coaching vocal. Mais vous voyez que, comme je vous le disais dans l'interview, l'idée c'est pas de mettre les gens dans des cases, mais c'est vraiment de laisser ouvrir les portes, de laisser ouvrir cet espace de liberté. Et moi je suis vraiment très content que tu aies pu venir nous partager ça, là, tes projets dans ces univers. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour terminer, pour des gens, alors je ne sais pas, soit des gens qui n'osent pas encore en fait. Qui n'osent pas encore. Moi, je crois que oser dans ma vie, c'est ce qui m'a apporté le plus de choses. Et de faire les choses quand on n'est pas 100% prêt aussi. Et ça, je sais qu'Antoine nous aide beaucoup à travailler sur ça. Moi, j'ai candidaté, je pense au cas de la VCF, j'ai candidaté en pyjama sur mon canapé en me disant que de toute façon, je rentrerai jamais. Je venais de quitter mon taf, de me dire je vais me lancer là-dedans, mais est-ce que je sais pas, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je suis légitime, voilà. Et ça a été le fait d'oser m'a ouvert tellement de portes en fait, juste d'oser ça déjà. Alors, je dirais c'est facile à dire, mais il y a la peur dans tout ça, parce qu'en général, ce qui nous retient d'oser, c'est la peur. Comment tu gères ça? Parce que je veux dire, tu as franchi là ces 2 dernières années entre je quitte mon job, je candidate dans une école de coaching, dans 3 écoles de coaching, et puis je lance mon activité, et puis j'ai pas d'autres sources de revenus, donc je me dis ok, j'ai des objectifs de gagner ma vie, machin, etc. Comment tu gères ta peur? Comment tu as géré ça? C'est une bonne question ça. C'est une bonne question. Qu'est-ce qui fait la différence entre
je m'arrête à chaque étape. Alors après, on a échangé, je t'ai accompagné aussi là-dessus, mais qu'est-ce qui fait la différence entre bon, bah là, j'attends ou je verrai bien, ou alors, bon, allez, je tente, j'ose quand même. Moi, ça a été l'idée de, je crois que c'est la petite étoile polaire que je suis et qui me dit, je veux construire une vie dans laquelle je peux à la fois être artiste. Oui. C'est ok, j'ai du temps pour le faire. Oui. Je peux avoir ma famille, mon cocon, c'est ok aussi. Et un métier dans lequel je suis un peu libre et maître de ce que je fais. Ouais. C'est vraiment cette idée de pouvoir être libre, d'avoir cette espèce de liberté. Ben, ouais. Voilà. Et après, j'aime oser. J'aime bien oser. Et il y a toujours une petite part de moi qui me dit, et si ça marchait en fait. Pourquoi pas si ça marchait. Ouais, j'aime bien cette idée d'étoile polaire là, dont tu partageais. C'est un peu l'idée de ce que je disais là dans le livre sur l'entrepreneuriat pour un coach vocal, de dire finalement l'idée c'est plutôt que de tout cloisonner sa vie au service de son activité, de dire ok, si je prends les choses dans l'autre sens et je me dis que mon activité elle est là pour m'épanouir, pour m'apporter de l'espace avec peut-être ma famille, mon univers artistique, les personnes que j'ai envie d'accompagner, facilitantes. Ouais. Donc je trouve que c'est un super type là, cette histoire d'étoile polaire et de dire ok, je suis ma destinée et des fois c'est un peu plus difficile mais après tout tu fais ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et puis après on voit du résultat et on se dit ah ouais en fait maintenant je suis capable de faire ça et je suis capable de partir une semaine composer des chansons dans la forêt, je peux le faire, trop bien. Ouais. Et puis il y a des opportunités qui s'ouvrent et moi en fait le burlesque je l'ai commencé à peu près en même temps et là aussi c'était une affaire d'oser. Ouais. C'est vraiment une copine d'amis qui vient, qui me dit oui, viens te mettre toute nue avec moi sur scène. Je là, bon, ben d'accord, c'est parti. Et voilà, après, en osant, on découvre aussi des choses qu'on n'aurait pas soupçonnées. Ouais, génial. Et c'est vraiment ce que j'adore aussi dans le travail qu'on peut faire. Je te le partage là, du coup, c'est que de coaching en coaching, à chaque fois, il y a ce petit truc de faut que j'ose ce truc-là. Et puis le coup d'après, bon, c'est bon, je l'ai fait. Mais maintenant, il y a un nouveau truc qu'il faut que j'ose. Et c'est génial, du coup, de devoir avancer. Et là, tu es venu aujourd'hui, tu as fait beaucoup de trajets, de transport pour faire cette interview. Et donc, voilà, vraiment, merci beaucoup, Marianne. D'aider les gens qui nous regardent à oser aussi. Ouais. Donc, voilà, on va mettre les réseaux sociaux où vous pouvez retrouver Marianne, échanger avec elle. N'hésitez pas, si vous voulez, comme ça, qu'on vous partage justement l'actualité aussi des coachs qui sont venus se former à la Vocal Coach Factory, savoir ce qu'ils font maintenant et partager aussi tous ces univers. Merci beaucoup. Merci. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans un prochain contenu. À tout bientôt. Bye bye.